Bonjour et bienvenue. On s'est déjà posé la question de la différence entre reconnaître un arbre et puis comprendre une forêt. C'est pile au cœur d'un des défis les plus passionnants de l'intelligence artificielle aujourd'hui, la cohérence interniveau. En gros, il s'agit d'apprendre à une IA à voir la situation dans son ensemble, et pas juste comme une simple addition de ses parties. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour qu'une IA ne se contente pas de coller des étiquettes sur ce qu'elle voit, mais qu'elle comprenne vraiment le contexte, la vision globale d'une scène ou d'un concept? Prenez cette image par exemple. Une IA moderne va identifier sans aucun problème l'oiseau, le sable, l'écume, facile. Mais de là à synthétiser tout ça pour comprendre le concept de scène de plage, eh bien c'est un pas de géant. C'est exactement ce fossé entre percevoir les détails et comprendre le tout qu'on va explorer ensemble. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour une machine? Plongeons dans le vif du sujet, ce qu'on appelle le problème partie-tout en intelligence artificielle. Le vrai paradoxe, c'est que les IA sont devenues incroyablement douées pour identifier des objets isolés. Elles peuvent nommer chaque élément avec une précision folle, mais elles ont un mal fou à saisir ce qui lie tout ça, ce qui donne un sens à l'ensemble. C'est l'illustration parfaite du vieil adage, elles voient les arbres, mais la forêt, elle, leur échappe complètement. Bon, alors, comment on dépasse ça? Une des idées les plus fortes qui a émergé récemment, c'est de retourner complètement la logique. Et si, au lieu de construire le grand à partir du petit, on commençait d'abord par la structure globale? C'est le principe de la structure avant la spécificité. Au cœur de cette idée, on trouve le principe d'incertitude contexte-contenu, ou CCUP. Il faut imaginer l'entropie comme une mesure du désordre. Le CCUP, en gros, il nous dit que pour donner un sens à des données brutes désordonnées, à haute entropie, qu'on appelle le contexte, un système intelligent doit d'abord s'appuyer sur une structure interne qui est stable et ordonnée, à basse entropie, le contenu. Pour le dire plus simplement, le contexte, c'est tout le bruit du monde, ce flux un peu chaotique d'informations. Le contenu, c'est notre modèle mental, la grille de lecture qu'on a déjà en tête. Le CCUP nous dit qu'au lieu d'essayer de construire du sens à partir du bruit, c'est beaucoup plus malin d'utiliser notre modèle mental pour filtrer et organiser ce bruit. Et tout ça, ça se résume en une phrase, mais une phrase vraiment puissante. La structure précède la spécificité. On doit d'abord construire l'échafaudage, la structure, avant de pouvoir y accrocher les tableaux qui sont les détails. Concrètement, cette stratégie, elle se déroule en 2 temps. D'abord, il y a la formation de la structure. Là, l'IA apprend à repérer des motifs qui reviennent tout le temps, des invariants, en regardant des tonnes d'exemples. Et ensuite, il y a la liaison à l'expérience. Quand elle voit quelque chose de nouveau, elle ne part pas de zéro. Non, elle essaye de faire rentrer les nouveaux détails dans la structure qu'elle connaît déjà. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Voyons un peu comment les chercheurs transforment ce principe en de véritables algorithmes qui fonctionnent. On va se pencher sur 3 approches principales. Le raffinement itératif, la modélisation géométrique et l'apprentissage auto-supervisé. La première approche, c'est le raffinement itératif. Un bon exemple, c'est le modèle JLOM. Il faut s'imaginer que les différents niveaux d'un réseau de neurones se mettent à discuter entre eux. Ils s'envoient des informations dans un sens puis dans l'autre pour affiner leur compréhension jusqu'à ce que, hop, tout le monde soit d'accord sur une interprétation cohérente. Pour y arriver, un mécanisme super important, c'est la distillation de connaissances. C'est une méthode d'entraînement où un grand réseau, le professeur, enseigne ce qu'il sait à un réseau plus petit, l'élève. Le but, ce n'est pas de copier son architecture, attention, c'est de reproduire son comportement. Dans notre cas, il s'agit d'apprendre à l'élève à arriver au même consensus que le prof. On crée une sorte de cohérence entre les modèles. Deuxième approche, la modélisation géométrique, avec comme exemple Hyperpass. Alors là, l'idée est carrément d'utiliser la forme même de l'espace comme un outil pour représenter et comprendre des hiérarchies. Regardez-moi ça, c'est une visualisation d'un espace hyperbolique. On peut oublier la géométrie bien plate de nos cours de maths. Ici, l'espace est courbé et, chose incroyable, plus on s'éloigne du centre, plus il y a de la place. Et ce, de manière exponentielle. C'est cette expansion qui est presque magique pour représenter des hiérarchies. Mais alors, pourquoi cette géométrie est si parfaite pour les relations partie-tout? C'est assez simple en fait. Elle offre beaucoup plus de volume à mesure qu'on s'éloigne du centre. Ça permet de placer les structures en arbre, comme des hiérarchies de concepts, sans tout écraser. Le concept parent, disons animal, peut être au centre, et ses enfants, mammifères, oiseaux, peuvent se déployer tranquillement vers l'extérieur sans se bousculer. Et enfin, troisième et dernière approche, l'apprentissage auto-supervisé. Là, c'est un peu comme si les modèles apprenaient tout seuls à être cohérents. Ils interagissent avec leurs propres résultats sans avoir besoin qu'un humain vienne leur coller des étiquettes à chaque niveau de la hiérarchie. On retrouve ici une dynamique professeur-élève.
Le modèle professeur répond à une question étape par étape et il réutilise chaque réponse comme contexte pour la suivante. Pendant ce temps, l'élève, lui, observe et apprend à donner toutes les bonnes réponses de manière parfaitement cohérente, mais en une seule fois. C'est un exemple vraiment puissant de distillation de connaissances autogénérées. Bon, on a vu pas mal de théories. Voyons comment tout ça se traduit dans un domaine où la précision, ce n'est pas une option, c'est une question de vie ou de mort, le diagnostic médical. Regardez ces images médicales. À gauche, on a un échantillon de tissu à basse résolution, c'est la région. À droite, une vue à très haute résolution des cellules, le patch. Un pathologiste, qu'il soit humain ou une IA, doit sans arrêt passer d'un niveau à l'autre, zoomer, dézoomer. Et c'est là que tout prend son sens. Le système HyperPath se sert de la géométrie hyperbolique pour modéliser toute la hiérarchie d'une lame de pathologie, de la cellule individuelle au tissu jusqu'à l'échantillon complet. Et grâce à la structure de cet espace, il peut s'assurer que si une zone est identifiée comme cancéreuse, alors la région dont elle fait partie est aussi marquée comme telle. L'IA ne voit plus juste des pixels, elle comprend la logique du diagnostic. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Faisons un petit récapitulatif des points clés. Premièrement, le problème parti-tout, c'est un défi fondamental pour l'IA. Deuxièmement, le principe de structure avant la spécificité, c'est une solution théorique vraiment puissante. Troisièmement, des architectures comme GLOM ou HyperPath sont en train de rendre cette théorie bien réelle. Et enfin, les applications concrètes, notamment en médecine, montrent que le potentiel est juste énorme. Et pour terminer, une petite question pour la route. Si une IA pouvait un jour vraiment comprendre le contexte à chaque niveau, du plus petit au plus grand, quel nouveau motif, quelle nouvelle logique est-ce qu'elle pourrait bien découvrir dans le monde qui nous entoure? La question reste ouverte.